Salut, aujourd'hui on voit quand est-ce qu'il faut passer les vitesses. On va voir également le rétrogradage du coup et on va également voir la première roulante qu'on appelle également première glissée et que je me contente d'appeler la première. Pour ce faire, je vais vous expliquer quand est-ce qu'on passe les vitesses grâce à votre compteur. Je sais que souvent, on vous dit qu'il faut passer la vitesse au compte-tours ou bien au bruit du moteur et je suis parfaitement d'accord là-dessus et dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait réellement faire. Maintenant, je sais que tout le monde n'a pas forcément les capacités d'entendre le bruit du moteur, que de toute façon, ça prend beaucoup de temps à entendre un moteur. En plus, la quatrième et la cinquième sont souvent particulièrement silencieuses et du fait que les voitures sont plutôt récentes, en règle générale, vous avez beaucoup de mal à entendre ce bruit de moteur que vous confondez d'ailleurs généralement avec un autre bruit, je vous en parlerai après. Ensuite, si je vous explique pas ça au compte-tours, c'est parce que je trouve qu'on a tendance à vous expliquer ça de façon trop fluctuante, si bien que vous vous retrouvez soit en sur-régime, soit en sous-régime, ce qui fait quand même une grosse consommation d'essence et je préfère vous l'éviter. De plus, je ne sais pas ce que vous aurez comme voiture après, mais il y a encore quelques vieilles voitures qui n'ont pas de compte-tours. Donc par sécurité, je préfère vous expliquer ça au compteur plutôt qu'au compte-tours ou qu'au niveau du bruit. De plus, l'avantage de faire ça au compteur, c'est que ce sont des chiffres qui vous correspondent à peu près toutes les voitures. Alors moi, je vous explique ça au compteur parce que ça a déjà pour avantage que ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps à l'apprendre, ce qui fait que ça permet de limiter le nombre de leçons et mon objectif c'est pas que vous en payiez plus. De plus, il y a aussi le fait que tout le monde peut comprendre avec le compteur, ce qui est beaucoup plus difficile avec les deux autres méthodes. Maintenant, si vous avez appris d'une certaine façon, n'hésitez pas à la garder. C'est une information complémentaire que je vous donne. C'est pas une obligation de faire les choses de cette façon-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Et donc, le troisième avantage que je trouve à travailler au compteur, c'est que ça vous permettra de déterminer si la voiture que vous avez, elle est encrassée ou non. Et ça vous permettra d'apprendre à la décrasser de façon toujours pareille, à vous limiter votre consommation de carburant. Donc, en général, je commence le cours ainsi. À quoi ça sert de passer une vitesse? Eh bien, ça sert soit à soulager votre moteur et donc à faire des économies de carburant, ou bien à pousser votre véhicule lorsque vous en avez besoin. Donc, lorsque vous faites du vélo, votre premier tour de pédale, il est difficile. En général, on lève les fesses. Bon, il n'y a pas qu'une question d'équilibre, il y a aussi pour pouvoir avoir plus de force, parce qu'on va mettre plus de poids sur la pédale. Donc, certes, vous allez consommer pas mal d'énergie, mais ça va vous permettre de vous décoller du sol. Le deuxième et le troisième tour de pédale vont vous permettre la même chose, de vous hisser, de vous porter, de vous décoller du sol. Une fois que vous avez décollé du sol, on est d'accord qu'à l'autre bout de la rue, vous n'allez pas continuer à pédaler de la même façon. Vous allez me dire, t'es taré ou quoi? Je ne vais pas me fatiguer pour rien non plus. Et effectivement, pourquoi garder la première de façon éternelle alors que ça lui fait faire une énorme consommation d'essence, alors qu'elle a déjà eu la force nécessaire à se décoller du sol. Donc voilà à quoi sert principalement votre première. Donc à chaque fois que vous avez besoin de pousser votre véhicule, il faut savoir que c'est la vitesse inférieure. Donc je sais pas, vous étiez en quatrième, c'est en mettant votre troisième que vous aurez plus de force. Au démarrage, on a besoin de force, on a besoin de patates. Et bien à ce moment-là, on pense à ce premier tour de pédale en vélo et on se dit, je lui donne toute la force nécessaire à ça. Donc bien sûr, ça consomme de l'essence puisque je ne me verrai pas à l'autre bout de la rue à continuer de pédaler en danseuse et en appuyant de grands tours de pédale. Et donc pour votre voiture, c'est la même chose. Pensez toujours la vitesse inférieure est la plus puissante pour avoir plus de jus. Lorsque vous allez être en descente, vous allez au contraire mettre un grand plateau. Pourquoi vous fatiguer à pédaler alors qu'il y a de la descente? Vous avez déjà de l'élan. Alors je ne parle pas d'une descente comme ça, je parle juste d'une légère descente. Dans ces cas-là, bah oui, on va mettre le grand plateau de façon à ne pas se fatiguer, on va s'économiser et donc vous allez économiser l'énergie et donc de l'essence. Dans le cas où je suis sur terrain plat, en vélo en général, je vais mettre le plateau moyen de façon à avoir un cycle régulier tout en ne me fatiguant pas. Donc bien sûr, vous allez me dire, il y a une différence entre la voiture et toi, puisque toi, tu es sur ton vélo. Oui, et la seule différence va être que mes capacités humaines vont faire qu'au bout d'un moment, je vais quand même me fatiguer, alors que votre voiture, la seule chose qui va la fatiguer, c'est la perte d'essence. Peu importe, en attendant, on ne va pas lui faire des surconsommations d'essence complètement inutiles. Donc, passer les vitesses, ça sert à ça. Plus vous montez votre levier de vitesse au niveau des chiffres, moins vous consommerez d'essence. Et à l'inverse, plus vous rétrogradez, plus vous avez de force, et pour autant, plus vous ferez de consommation d'essence. Alors pour ceux qui n'auraient jamais fait de vélo, on va s'imaginer qu'on fait un déménagement. À quel moment du déménagement est-ce que ça va être le plus dur de soulever les meubles? Alors oui, vous allez me dire à la fin de la journée quand je suis crevée et que j'en veux plus. Oui, certes. Mais le vrai moment où vous allez fatiguer, au moment de porter la machine, au moment de porter une armoire, au moment de déplacer quelque chose, c'est à la première levée, à la première poussée. Vous pouvez faire le test. Où est-ce que vous avez besoin d'énergie, de force? C'est au moment de soulever. Une fois que c'est soulevé, le truc il vous paraît beaucoup moins lourd d'un coup.
Et ben c'est pareil en voiture. On a besoin de pousser la voiture qui pèse, je vous rappelle, aux environs d'une tonne en fonction de la voiture. Et donc du coup, vous avez besoin de la pousser, de la dégager du sol pour qu'elle puisse continuer. Et à ce moment-là, votre voiture, si vous essayez de la pousser sans que le moteur soit allumé, vous la poussez derrière, vous verrez bien que ce moment le plus difficile, ça sera cette première poussée, la décoller du sol. Une fois qu'elle a décollé, c'est beaucoup plus facile. Et donc du coup, je vois pas du tout l'intérêt de continuer à donner cette même force qu'à la première poussée ou premier lever de machine, alors que c'est beaucoup plus facile. Pourquoi est-ce que je mettrais la même énergie? Pourquoi je me fatiguerais inutilement alors que je peux faire des économies de carburant? Donc pour résumer tout ça, plus j'ai besoin de force, plus je vais consommer de l'essence parce que je vais consommer de l'énergie. Si je n'ai plus besoin d'autant d'énergie, ni j'ai plus besoin d'autant de force, eh ben je passe une vitesse supérieure afin d'en limiter la consommation et donc de faire des économies de carburant. Maintenant, on passe au cours. Donc, en toute logique, on commence par la première. La première, elle est faite pour rouler de 0 à environ 17 km/h. Et je tiens à ce 17, on en reparlera après. La première, si vous accélérez pas, elle va rouler à 9 km/h en permanence. Elle rencontrera un mur ou une panne d'essence. C'est le seul moment où elle s'arrêtera. Alors, la première, on la met quand? On va la mettre à l'arrêt, pour un pseudo-arrêt. C'est-à-dire si c'est étroit, s'il n'y a pas de visibilité, si c'est pas pratique, on va la mettre quelquefois à une entrée de rond-point. En tout cas, la première roulante, la première glissée, enfin peu importe comment votre moniteur l'appelle, la première va vous permettre de simuler un arrêt. Donc tout ce qui est première roulante, pensez que c'est la simulation d'un arrêt et pour la suite ça se passera mieux. Pour la seconde va donc environ de 17 km/h jusqu'à 40 km/h. C'est toujours un environ parce que en gros, ça serait 37 km/h et ça irait jusqu'à, allez, admettons 45, rarement beaucoup plus. Vous constaterez qu'au milieu de la zone, là, vous avez également le panneau 30. Donc, votre seconde, si vous lâchez l'accélérateur, vous vous retrouvez à ce qu'elle va rouler à 17 km/h. C'est pour ça que c'est pas forcément utile de toujours mettre des premières à tout bout de champ, parce qu'effectivement, elle tient jusqu'à 17. Si maintenant vous freinez, vous allez vous retrouver à forcer jusqu'à la première. Donc, éventuellement, vous pourrez peut-être, en fonction de la voiture, la tenir jusqu'à 14 votre seconde au frein. Seulement, dès que vous allez relâcher le frein, eh ben, elle aura tendance à remonter à 17 km/h. Donc, effectivement, votre voiture accélère toute seule parce que quand elle entend 2, essayez de vous mettre dans la tête que votre voiture est quelqu'un et que quand vous lui dites 2, elle comprend. Ok, 2 égale 17. Voilà, donc elle va remonter automatiquement. Donc effectivement, quand vous prenez un virage trop serré, en freinant en permanence en seconde, ben, soit vous risquez le calage parce que vous êtes descendu trop bas dans la première, ou bien vous allez tenir jusqu'à 14 et au moment où vous allez relâcher le frein, elle remonte jusqu'à 17. Donc votre seconde, elle, vous allez donc vous en servir pour tourner à droite, pour tourner à gauche, pour les ronds-points, pour les sens giratoires, ainsi que les dodanes. Réellement, ça sera dans cette zone-là que vous tournerez. Voire même, vous tournerez plutôt autour de 17, maxi 20 km/h, parce que c'est une vitesse qui est vraiment adaptée pour prendre le virage facilement. Donc maintenant la troisième. La troisième est très particulière. En théorie, son régime, parce que oui, la zone pour laquelle est faite votre vitesse, ça s'appelle un régime. Votre régime de la troisième est donc d'environ 40 jusqu'à, en théorie, 60. On va revenir là-dessus juste après. Votre quatrième va donc commencer aux alentours de 40 et va pousser jusqu'à 70. Et la cinquième va se charger du reste. Et là, vous allez me dire, moi, on le sent, on m'a dit 80. Certes, on vous a dit 80. Pour ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que nous, pour des raisons de facilité, on va préférer que vous reteniez 20, 40, 60, 80. Parce que c'est plus facile à mémoriser, ça va de 20 en 20. Maintenant, moi, je veux que vous sachiez que c'est dès 70 que l'on peut mettre la cinquième. Parce que à partir de 70, vous allez pouvoir faire des économies de carburant. Donc, à partir de 70, ma voiture consomme moins d'essence. Donc quand est-ce qu'on va se servir de la cinquième à partir de 70, puisque c'est pas forcément le cas le plus fréquent. Déjà, c'est quand vous roulez pépère, que vous avez personne derrière vous et que vous souhaitez pas pousser votre moteur parce que vous n'en avez pas le besoin. La deuxième raison, ça serait par exemple, je suis quelqu'un qui est en pelant en sortie d'agglomération, plutôt que d'attendre que cette personne atteigne tout tranquillement son 80 km/h, eh ben, je vais pouvoir me permettre de mettre ma cinquième à 70 et donc plutôt que d'avoir attendu le 80, ça va me permettre de consommer moins de carburant, tout simplement. Donc, sortie d'agglomération, soit je suis pépère, soit je suis pas pressée, soit je suis coincée par quelqu'un, par exemple, que je ne peux pas doubler, et ben ma cinquième, je vais pouvoir la placer dès 70 au lieu de 80. Alors, je disais que la troisième était particulière. Pourquoi est-ce qu'elle est particulière? Cette zone, là,
que vous retrouvez là, que vous retrouvez là. C'est ce qu'on appelle un régime. Donc le régime de la 3, en théorie, c'est environ 40 jusqu'à 60. Et bien la troisième, elle est capable de pousser jusqu'à 80 km/h sans broncher. Ça veut dire que vous allez peut-être entendre le moteur un peu couiner en fonction de la voiture, mais en règle générale, elle ne va pas broncher. Ça va vous permettre de faire par exemple une entrée de 4 voies, de faire un dépassement en ayant un maximum de patates possible. Du coup, puisque j'aurais mis ma troisième jusqu'à environ 80, à 80, je pourrais mettre ma quatrième. Si je suis limitée à 80, aussitôt, j'enclenche ma cinquième. Si à l'inverse, j'étais en train de faire une entrée de 4 voies et que du coup, j'ai besoin de pousser jusqu'à 100 km/h. Donc, je vais effectivement mettre ma quatrième, mais cette fois, je vais attendre d'avoir atteint les 100 km/h, puisque jeune conducteur 100 km/h, pour mettre ma cinquième. Parce qu'il va bien falloir vous rappeler que la cinquième, par contre, n'a pas de capacité d'accélération. C'est une vitesse qui vous permet de consommer moins de carburant, du coup, elle ne pousse pas. Le régime, c'est donc celui-ci. Si je passe ma troisième qu'à 65, 70, etc., je suis en ce qu'on appelle en sur-régime. Si à l'inverse, ma troisième, je la passe lorsque je suis à 30 km/h, je vais me retrouver en sous-régime. Alors, le sous-régime, vous l'évitez pour 2 raisons. La première, c'est que ça consomme, ça pollue, mais en plus et surtout, ça encrasse votre moteur. Alors, en quoi est-ce que c'est gênant d'avoir un moteur encrassé? Imaginez votre moteur qui a besoin de tourner. Je lui donne cette quantité-là d'essence en temps normal pour qu'il tourne normalement. Si maintenant mon moteur est encrassé, ça veut dire que mon essence là, elle est dégoûtante et donc elle a plus de mal à s'enflammer, elle a plus de mal à partir. Le moteur va donc être obligé de prendre plus d'essence qu'en temps normal pour pouvoir tourner normalement, si bien que votre consommation d'essence va être beaucoup plus importante au fur et à mesure que votre moteur est encrassé. La deuxième raison pour m'éviter le sous-régime, c'est qu'à force d'être en sous-régime, l'encrassement du moteur va vous empêcher d'accélérer. Donc admettons, par habitude, parce que comme beaucoup d'élèves, vous entendez votre moteur ronchonner à cet endroit-là, vous l'entendez ronchonner à cet endroit-là, donc clairement en sous-régime. Donc au lieu de passer ma quatrième à 60 et plus, je vais m'habituer au fur et à mesure à passer ma vitesse dans cette zone. Donc là, mon moteur, il s'encrasse. Si bien que lorsque j'aurai besoin de pousser ma voiture, par exemple, pour une entrée de 4 voies, ma voiture va hurler, va le refuser, et vous serez obligé de passer votre vitesse qu'à peut-être ici. Du coup, ça va vous poser de gros problèmes pour continuer à accélérer. Donc, c'est souvent ce qu'on retrouve comme problème sur les voitures utilisées par les personnes âgées, parce qu'à force de ne pas être dynamiques, elles encrassent leur moteur, donc leur moteur réclame toujours plus tôt, parce que ça s'entend au bruit du moteur, elle voudrait bien qu'on lui passe à vitesse supérieure. Du coup, au fur et à mesure, votre voiture, elle s'encrasse et vous pouvez plus rien y faire. Vous consommerez en permanence trop de carburant, et donc se retrouver sans capacité d'accélération, ça peut être franchement gênant. Alors, pour ceux qui se retrouveraient justement avec une voiture qui n'était pas là à l'heure et qui sentent que la voiture, elle a du mal à pousser, il ne va vous rester qu'une possibilité, c'est donc de la décrasser. Pour la décrasser, il va falloir, donc par exemple au départ, vous entendez tout le temps votre moteur qui ronchonne à 50. Oui, du coup, vous n'avez pas le choix, vous passez votre quatrième à 50. En vous rappelant que toute cette zone-là, c'est du sous-régime. Donc toute cette zone-là, vous me faites une surconsommation de carburant qui est assez impressionnante. Donc pour éviter ça, au fur et à mesure, tout doucement, vous allez obliger votre voiture à monter jusqu'à réussir à passer une quatrième qu'à 80. Parce que même sur les vieilles voitures, il n'y a pas de raison que votre quatrième, vous ne la passiez pas qu'à 80. C'est tout à fait possible. Ça va donc juste dépendre de l'usage de votre voiture. Alors j'espère que vous avez réussi à me suivre, parce que maintenant je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous n'entendez pas le moteur au même moment, malgré que ce soit la même marque, malgré qu'elles aient été fabriquées en même temps, etc. Alors à la base, elles ont tout un réglage spécial. Je vous dis, moi, ma première, elle est réglée sur du 11 km/h, alors que la moyenne des voitures est plutôt réglée à 9. Ça va dépendre du constructeur. Ça pose pas de problème, c'est normal. Quelquefois, vous allez vous retrouver avec des voitures, votre moteur, il va vous réclamer votre quatrième que par là. Parce que vous aurez une voiture avec un conducteur dynamique avant vous, qui aura tout le temps poussé ses vitesses plus loin. Si à l'inverse, vous vous retrouvez avec une voiture qui, son moteur ronchonne plus tôt, c'est que la voiture a été encrassée. Alors, c'est pas un fait immuable, vous allez pouvoir le corriger, je vous dis, en remontant tranquillement vos vitesses, en la poussant, en l'obligeant à passer plus tard sa vitesse. Mais en attendant, voilà pourquoi est-ce que vous vous retrouvez quelquefois avec des voitures pas tout à fait les mêmes. Quand vous vous retrouvez en auto-école, vous passez sur un moniteur, puis sur un deuxième, et vous vous rendez compte que le moteur ronchonne pas tout à fait au même moment. Donc sachez que leur base,
c'est quand même ces chiffres que je vous ai donnés, mais qu'effectivement, en fonction du conducteur, ça a pu légèrement varier au-dessus ou en dessous. Sachant qu'il vaut mieux, dans tous les cas, avoir une voiture qui est capable de pousser plus loin qu'une voiture qui est encrassée. Donc on va dire qu'en temps normal, les chiffres que vous devez retenir, c'est ceux-là. La deuxième à 20, la troisième à 40, la quatrième à 60, la 5 à 70. Si maintenant vous avez une sixième, elle sera plutôt autour des 90. Maintenant, si vous avez besoin de pousser votre voiture, donc là, c'est fort d'accélération. Votre seconde, vous allez peut-être plutôt la passer autour de 25-30. La troisième, vous allez plutôt la passer autour de 45-50. Ensuite, la quatrième, vous allez la passer autour de 80. Et la cinquième, vous allez la passer à 100. Alors, un autre usage de votre levier qu'on ne vous apprend pas forcément parce qu'on n'a pas le temps, il y a vraiment trop de choses à vous apprendre en leçon. Imaginez-vous sur une énorme côte, le truc comme ça, genre en Normandie pour ceux qui connaissent, sur l'autoroute à 130 km/h, et là votre voiture petit à petit elle se met à rouler beaucoup moins vite. Alors que faire pour vous éviter ça, pour vous retrouver en situation de danger parce que vous ne roulez pas assez vite par rapport aux autres? Alors bien sûr sur ces grosses côtes là souvent il y a une voie qui est pour les gens qui ne roulent pas assez vite. Malgré tout peut-être que votre voiture elle a juste besoin d'un petit peu de patate pour repartir. Ce que vous pouvez faire c'est au fur et à mesure que votre voiture redescend, quand vous vous rendez compte que vous êtes déjà plus qu'à 110 ou même à 100, n'hésitez pas à remettre une quatrième. Votre quatrième elle va redonner un coup de jus à votre voiture et vous allez pouvoir relancer. Même chose lorsque vous vous retrouvez dans un dépassement que vous pensiez bon, que vous aviez tout prévu et que là le gars il se met à accélérer et vous allez vous retrouver en plus short en temps. Du coup vous avez deux possibilités. Soit vous redescendez d'une vitesse, peu importe laquelle, vous rétrogradez juste une et vous redonnez un bon coup de jus et là elle va repartir toute seule parce que grâce au coup d'accélérateur plus au changement de vitesse, elle va repartir. Sachant que de toute façon votre cinquième elle est incapable de pousser. Votre cinquième elle a aucun jus. Alors bien sûr sur certaines grosses voitures oui, mais en règle générale elle n'en a pas. Donc n'hésitez pas à redescendre en 4 voire en 3 si c'est nécessaire pour redonner de la patate à votre voiture. Ça faut pas hésiter. Alors il y a une phrase qui peut vous aider à vous rappeler quand est-ce qu'on passe nos vitesses. Ce n'est pas la troisième qui me fait accélérer, mais parce que j'ai accéléré que je mets ma troisième, que j'ai besoin d'une troisième. Et pareil pour toutes les autres vitesses. Donc je change mon levier en fonction de mon allure et non pas l'inverse. Alors pour les débutants, vous avez d'ailleurs pas que les débutants, vous avez souvent un problème pour entendre vos vitesses et vous trouvez souvent qu'on vous dit trop tôt de les passer, que vous n'avez pas eu le temps de le faire parce qu'on vous l'a dit trop tôt, et on vous dit aussi souvent que vous avez un manque de dynamisme. Alors, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les corriger en faisant une seule chose, c'est en passant vos vitesses légèrement plus tôt. Inconsciemment, on entend le bruit du moteur, on attend quelques secondes, puis on vous dit de passer votre vitesse. Ça fait pareil à quasiment tous les conducteurs, ou en tout cas à beaucoup d'entre eux pour ceux qui entendent leur bruit de moteur, que ce soit les inspecteurs, que ce soit les moniteurs. En général, dès qu'on entend le bruit, on regarde le compteur, on est sûr que c'est le bon moment pour le changer, donc on vous le dit. Du coup, vous nous dites tout le temps, oui, mais tu me l'as dit avant moi. Oui, parce que ça fait déjà un petit moment que nous, on entend le moteur ronchonner, et vous ne le changez pas. Alors, pourquoi est-ce que vous ne le changez pas? Parce que souvent, vous attendez le 40 tout rond, par exemple pour la troisième, pour changer votre vitesse. Or, c'est dès 37-38 que le moteur peut commencer à ronfler si vous n'avez pas accéléré. Parce qu'effectivement, si vous traînez, il n'y a pas de raison de ne pas changer votre vitesse. Le problème des compteurs numériques, c'est que vous allez vous fixer sur les chiffres. Vous allez voir les chiffres et vous n'allez pas comprendre qu'ils signifient 40. Donc, pour ceux qui ont l'avantage d'avoir les deux sortes de compteurs sur leur voiture, je passe au 306 ou à ces voitures-là, il y a le compteur à aiguille et le compteur numérique. Regardez plutôt votre compteur à aiguille. Ça vous permettra de passer vos vitesses beaucoup plus tôt qu'en temps normal. C'est-à-dire que vous allez voir l'aiguille autour des 40, vous aurez donc tendance à passer votre vitesse plus tôt que si vous avez un compteur numérique. Donc c'est tout simple, il suffit de coller un post-it sur les gros chiffres là, parce qu'en plus ils nous attirent l'œil, ils sont lumineux et tout ce qu'on veut. Coller un post-it les premiers temps dessus pour vous habituer, pour vous obliger à regarder au compteur à aiguille. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas d'autre solution, essayez de vous mettre dans le crâne que c'est autour de 40 qu'on passe la vitesse et non pas à 40 tout rond. Je ne vais pas attendre le 40 pile pour passer ma vitesse. Du coup, en plus, ça vous fait faire des erreurs de trajectoire parce que 37, 38, 39, 40, j'y suis. Ah, je passe ma troisième. Non. Dès 37, 38, on peut peut-être la passer cette troisième si on est sur terrain plat, si on n'est pas pressé, etc. En plus, ça va vous imiter une allure dynamique. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas entendre ce moteur ronchonner et on va avoir l'impression que vous roulez plus vite juste
parce qu'on n'a pas cette sensation de voiture qui traîne, qui tire, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à me passer votre vitesse beaucoup plus tôt, de façon à ce qu'on n'ait pas cette sensation. Si bien que lorsqu'il y a un stop qui n'arrive pas très loin, que vous dites, vous dites que vous n'avez pas le temps de passer votre troisième. Alors, ça me fait toujours sourire, parce que moi, quand j'ai commencé, mon moniteur, je le traitais de taré, parce que il y avait un stop, on accélérait et on freinait aussitôt pour arriver au deuxième stop, parce qu'en plus, moi, je vous rappelle qu'à l'époque, on devait rouler à 60 en ville. Et donc, du coup, il marche, quoi. J'ai pas le temps, moi, d'accélérer jusqu'à 50 là-bas et de descendre toutes mes vitesses pour arriver au stop. En plus, je trouvais que ça servait à rien. Alors, si ça sert à quelque chose, et on s'en rend compte avec le temps, quand on a pris l'habitude d'être dynamique et que la circulation nous oblige à être dynamique, maintenant, dans un premier temps, personne ne vous empêche de passer votre voiture... de passer votre vitesse à 40. Du coup, vous allez monter peut-être qu'à 45 au lieu des 50, mais en attendant, personne n'ira surveiller votre compteur parce qu'on aura eu la sensation que votre voiture était plus dynamique. Donc, c'est une petite astuce pour ceux qui n'arrivent pas à pousser en permanence à 50 partout, qui ne se sentent pas en sécurité. Et donc, même en examen, ça va passer parce que je vous dis, on est tous pareils, ou presque. C'est pas le compteur qu'on fixe. On ne regarde pas tout le temps notre compteur. Ce qu'on va regarder, c'est vos yeux, est-ce qu'ils se déplacent bien, la circulation, nos rétros, etc. Mais on ne va regarder le compteur en règle générale que si on a un soupçon sur le fait que vous êtes trop lent ou trop rapide, ou bien si on a un bruit de moteur qui nous déplaît. D'ailleurs, c'est souvent à cette sensation également qu'on sait si vous êtes en excès de vitesse, parce que à force d'être toute la journée à 80, moi en tout cas, ça me fait marrer, mais si j'ai fait une grosse journée, vous pouvez être sûr que chez moi, je vais rentrer à 80 et pas à 90. Parce que justement, toute la journée, j'aurais été à 80. Donc, je n'ai pas cette habitude de monter à 90. Alors maintenant, on va passer au rétrogradage. Donc, admettons, pour prendre une règle de base, on va partir de la 5e, c'est ce qui est le plus facile. Donc, j'étais en campagne. Alors, à 80 km/h, j'étais donc tranquille. Je vois qu'il y a un panneau qui m'annonce qu'à 150 mètres, il y aura un stop. À ce moment-là, je vais lâcher mon accélérateur, tout simplement. Et arrivé à 70, là, je vais pouvoir mettre ma 4e. Je vais continuer à me laisser descendre et je vais attendre le environ 50 km/h, donc en plein milieu de mes paliers, en plein milieu de mes régimes, pour mettre ma 3e. Ensuite, je vais ici, frein obligatoire, vous gardez le frein et vous allez attendre d'être aux environs de 30 km/h pour mettre votre seconde. Vous continuez à freiner, à aucun moment vous me lâchez le frein, puis vous arrêtez. Pour redémarrer, bien entendu, vous n'oubliez pas de votre première. Donc ça, c'est la règle de base, c'est-à-dire que la 4e va être passée à 70, la 3e sera passée à 50 et la seconde sera passée en 30. Ce qui vous permet également de retenir donc le chiffre 70, 50, 30, ce sont des panneaux de circulation. Ce sont souvent des panneaux que vous trouvez en sortie de 4 voies. Ils sont censés vous aider à savoir quelle vitesse passer. Si vous faites comme ça vous permettra de plus facilement les retenir. 70, 50, 30, 70, 50, 30. C'est de 20 en 20. Et en plus, ça suit les panneaux puisque les 3/4 du temps, le panneau 60, vous ne le voyez jamais. Ou alors il est très rare. Et le panneau 40, il est relativement rare aussi. Donc retenez ces chiffres-là. C'est ce qui vous permettra de passer en théorie normalement vos vitesses. Admettons que maintenant je sois suivi ou que le 150 mètres était un petit peu mal évalué par les gars de la DDT et du coup zut, le stop il arrive un peu plus vite que prévu. Dans ces cas, mettre du frein dès le départ et surtout penser à relever mon embrayage. Alors là on touche à un point hyper important qui embête beaucoup d'élèves, c'est le relevé d'embrayage avec le frein. Donc en théorie, j'étais en train de freiner et je vais passer ma vitesse. Donc je débraye, je passe ma vitesse et je remonte au minimum, c'est vraiment le minimum syndical au point de patinage. Ça va vous permettre d'avoir le frein moteur. Alors, qu'est-ce que c'est encore que ce gros mot-là? Le frein moteur, on va se remettre ici. Vous avez dit à votre moteur que vous étiez en 4e, donc votre moteur savait qu'il devait rouler entre 60 et 70. Si maintenant vous lui mettez une 3e à cet endroit-là, donc en sur-régime, lorsque vous lui mettez une 3e à cet endroit-là et que vous relevez l'embrayage, le moteur comprend « je suis en 3, zoup, faut que j'y retourne ». Voilà, il va essayer de retourner dans son régime normal. Et il va donc ralentir votre voiture pour pouvoir y aller. Donc si maintenant vous avez pris du frein, plus votre 3e, votre moteur, il va aller beaucoup plus vite, aux 50 km/h. Même chose, si vous continuez à freiner,
vous mettez votre seconde, vous retournez à cet endroit-là. Donc rappelez-vous, quand on avait parlé du démarrage-arrêt, j'avais mon moteur, j'avais mon embrayage, j'avais ma boîte de vitesse et au bout de ma chaîne, j'avais mes roues. Là, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque vous mettez votre vitesse, si vous restez débrayé, donc les dents écartées ici, il n'y a pas de communication entre votre boîte de vitesse et votre moteur. Du coup, votre moteur, il ne peut pas comprendre qu'il doit ralentir. Donc, en mettant votre troisième, vous ressoudez tout ça. Donc, vous remontez au minimum au point de patinage pour que les dents se frictionnent. Dans ces cas-là, la chaîne est reliée. Votre moteur comprend 3 égale 50. J'y retourne. Du coup, il ralentit de lui-même. Donc ça serait plutôt le freinage qu'on vous apprend en auto-école parce qu'il est important de savoir freiner et de rétrograder en même temps pour avoir donc mon frein plus mon frein moteur. Bien entendu, le frein du départ sera pas très fort. Je vais l'augmenter dans cette zone et à la toute fin, je relâcherai un petit peu la pression pour m'éviter d'être brutalisé. Alors maintenant, on passe au freinage un peu plus intensif, comme par exemple sur les sorties de 4 voies. Vous étiez tranquille à 100 km/h, donc en théorie, vous étiez en 5e. Et là, vous vous rendiez compte que la distance de freinage va être beaucoup plus courte, puisque souvent, vous allez vous retrouver avec un panneau 30 au bout, donc en théorie, une seconde, en très peu de temps. Du coup, là, vous allez utiliser beaucoup de freins, plus votre frein moteur. Donc, ça veut dire que dès que je vais être à 100 km/h et que je vais sortir, je vais faire frein fort plus 4e. Donc là, c'est le fameux panneau 70 que vous voyez dès votre sortie de 4 voies. Je continue de freiner fort et quand j'aperçois le panneau 50, je peux lui coller la 3. Et ensuite, pareil, je continue de freiner fort et quand je vois le panneau 30, je lui mets la 2. Donc, c'est toujours la même chose. J'utilise la conjugaison du frein plus du frein moteur. Bien sûr, avec un frein beaucoup plus fort. Pareil, vous ne relâchez pas le frein à aucun moment quand vous changez votre vitesse. Et surtout, vous pensez bien au point de patinage. N'oubliez pas, le point de patinage permet à votre boîte de vitesse de dialoguer avec votre moteur. Alors maintenant, un cas particulier qu'on vous apprend malheureusement pas beaucoup en auto-école, à mon grand regret, c'est le freinage d'urgence. Ce n'est pas à utiliser au jour le jour, ce n'est pas une mauvaise habitude que je souhaite que vous preniez. C'est quelque chose que je veux que vous sachiez, parce qu'en cas de besoin, vous serez bien content de savoir l'utiliser. Donc j'étais mémère tranquille, donc à 80, en 5e, à la campagne. Et là, méchant gros sanglier sur la route. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire 5 avec du frein directement 2. Puisque j'aurais mis ma deuxième, mon moteur va comprendre qu'il doit descendre à 30 et je vais gagner en capacité de freinage une somme énorme. Donc, même avec une voiture, vous pouvez le faire. Bien entendu, avec les voitures, avec ABS, ça vous facilite les choses. Mais en attendant 5-2, mécaniquement, ça ne pose pas de problème à votre levier ni à votre voiture. Par contre, si vous me faites 5-2 sans le frein, ça veut dire que vous me faites 5-2 ici, vous me faites 5-2 ici, vous vous retrouvez à ce que votre moteur, il va pas du tout apprécier parce qu'effectivement, il devrait être dans cette zone pour pouvoir supporter la seconde parce que c'est pas normal d'être en seconde à cet endroit-là. Mais maintenant, si vous avez vraiment écrasé votre frein, franchement, faut pas vous gêner, vous y allez à fond. Si vous avez écrasé votre frein, 5-2 avec un énorme frein, ça va vous permettre de descendre à 30. Comme vous avez relevé l'embrayage, vous aurez donc 2 possibilités. Ou bien le sanglier aura traversé sa route le temps que vous arriviez et que vous ayez freiné. Auquel cas, comme vous êtes en 2 à 30, vous n'avez plus qu'à relancer votre voiture et réaccélérer. Ou bien, si le sanglier est toujours au milieu du passage, vous allez pouvoir continuer à freiner et vous arrêter. Alors, on s'en fiche de caler. On est bien d'accord, c'est un cas d'urgence. Donc là, cette fois, entre votre 2 et votre arrêt, c'est du frein et que du frein. Prenez pas votre embrayage, vous cassez pas la tête à essayer de vous arrêter sans caler. On s'en fiche. 5-2, arrêt. C'est un cas d'urgence. Imaginons qu'à la place du sanglier, ce soit un gosse ou un adulte, d'ailleurs, peu importe, vous serez bien content d'avoir pu vous arrêter, même en calant, pour pouvoir l'éviter. C'est 5 freins comme des malades, vous y allez à fond. Deuxième, surtout, je relève mon embrayage et toujours le frein, j'hésite pas, j'y suis toujours à fond, je ne l'ai pas lâché et à aucun moment et je cale s'il le faut. Si j'ai le temps de prendre mon embrayage, tant mieux. Si j'ai pas le temps, je m'en fiche, j'ai sauvé une vie. Donc pour résumer toutes ces vitesses là,
Je vais essayer de vous faire un truc à peu près propre pour le rétrogradage. Donc si j'ai le temps et que je suis pas suivie, en théorie j'étais donc à 80 en 5e. Je vois le stop, je dis donc 80. Je peux déjà mettre ma 4e. Ça va me permettre d'utiliser mon frein moteur. Ma 4e va donc m'emmener jusqu'à 70. Une fois à 70, je lui colle ma 3e. Toujours le frein moteur qui lui va me faire descendre à 50. Et à partir d'ici, puisqu'en général j'ai beaucoup moins de temps, je vais utiliser le frein et je vais mettre ma seconde lorsque je serai en dessous de 40. Si j'ai besoin de faire une première roulante, parce que c'est étroit, parce que c'est le passage sans visibilité, etc., je vais attendre d'être en dessous, et je dis bien en dessous, parce qu'en théorie c'est même en dessous de 17, je vais attendre d'être en dessous de 20 pour mettre ma première. Ensuite, on va dire que ça c'est du freinage normal. En règle générale, on commence à freiner au panneau triangulaire qui annonce la prochaine intersection à 150 mètres. À 80, c'est donc en 5e on a dit, et je vais attendre avec ou sans frein d'être à 70 pour mettre ma 4e, d'être à 50 pour mettre ma 3e. Ensuite, je vais attendre mon frein et d'être en dessous du 40 pour mettre ma seconde. Bien entendu, on garde le frein tout le long pour pouvoir faire son arrêt. Ensuite, si là, j'ai besoin d'un freinage plus serré, par exemple, sortie de 4 voies avec un 30 km/h, j'étais à 100 en 5e, tout le long, je mets du frein. Je ne lâche le frein à aucun moment. Quand je vois le fameux panneau 70, je colle ma 4. Quand je vois le panneau 30, je colle ma 3. Et quand je suis en dessous de 40, je colle ma 2. Donc maintenant, on passe au cas d'urgence. Donc par exemple, sur autoroute, un bouchon ou bien un sanglier. Sanglier un peu moins fréquent sur l'autoroute, mais peu importe, ça peut quand même arriver. J'étais à 100 km/h en 5e. Et là, c'est frein et uniquement frein que vous m'explosez et vous me mettez votre seconde avec un relevé d'embrayage. Et ça, j'y tiens. Je aimez votre embrayage, il n'y a pas d'autre solution. Et n'oubliez pas, je m'en fiche de caler, c'est une urgence. Donc les chiffres à retenir, c'est 70 4e, 50 3e, 30 secondes la première, en dessous en théorie de 17 km/h. Et j'ai encore écrit comme un cochon. Autre chose, admettons que je sois limité à 70 en descente. 70, j'ai le choix entre 4 et 5. Seulement en étant limité à 70, en toute logique, je devrais mettre ma 5e en me disant je ne vais pas faire de surconsommation d'essence puisque la 5e ne pousse pas, je suis en descente, je vais me laisser descendre, etc. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez du code, mais il y avait des questions de ce genre-là à propos du frein moteur. Souvent vous y répondiez parce que vous aviez l'habitude qu'à cette question-là, il fallait répondre telle réponse, sans forcément comprendre le pourquoi. Maintenant, quand je vous ai expliqué tout ça, ça devrait vous paraître plus logique. Je suis donc en descente, je suis limitée à 70, ma 5e est faite pour 70 et plus, donc elle aura tendance à se laisser partir. Si maintenant je me mets en 4e, la 4e, je vous rappelle qu'en théorie, elle est faite quand même pour 60 à 70. Du coup, elle aura tendance à vouloir vous garder dans ce palier-là, et donc ce frein moteur va vous permettre de garder votre limitation à 70 sans que la voiture s'en aille, en vous évitant un excès de vitesse. Donc si je suis limitée à 70, je vais plutôt choisir ma 4e plutôt que ma 5 pour avoir le frein moteur. Alors, beaucoup d'entre vous me posent cette question. Est-ce qu'il est nécessaire de remonter son embrayage entre chaque vitesse lorsque les pistes sont courtes? Par exemple, sur les voies de décélération ou sur les voies de stockage. Alors, la réponse est non. Vous n'êtes pas obligé de me virer complètement votre pied à gauche, de reprendre votre embrayage, de rechanger votre vitesse, etc. Vous pouvez vous permettre de relever l'embrayage seulement au point de patinage pour obtenir votre frein moteur. Et c'est ça que nous, on a besoin d'entendre. Vous étiez en train de freiner. Vous changez votre vitesse, vous enlevez votre pied et vous recommencez. Vous perdez un temps dingue, vous vous mettez en stress parce qu'on vous force à enlever votre pied. C'est comme certains moniteurs qui vous demandent de remettre la main sur votre volant à chaque fois que vous changez vos vitesses dans ce genre de situation. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois, surtout si la voie de décélération est courte, surtout si vous étiez suivi avant et que vous les gênez le moins possible sur la voie qui est à côté de vous, donc je pense particulièrement aux voies de stockage. Dans ce genre de situation, vous avez pas 150 solutions, c'est je freine, je passe ma vitesse, je remonte point de patinage, je repasse ma vitesse point de patinage, je repasse ma vitesse point de patinage. Vous cumulez votre frein moteur et votre frein et c'est ça qu'on attend de vous. Alors pour ceux qui auraient peur que ça passe pas en examen, je peux vous garantir que, en tout cas, moi j'ai changé je ne sais pas combien de fois de centre et ça n'a jamais posé de problème à mes élèves. Jamais ils n'ont été alignés au permis pour une histoire de roue libre parce que ça je le supporte pas parce que je sais que ça sera dangereux pour leur avenir. Du coup, tant que vous avez votre frein moteur, et votre frein moteur, on l'entend, on n'est pas en train de mater vos pieds, on est en train d'écouter votre bruit, on s'en rend même pas compte. Du coup, si oui, on n'entend pas le frein moteur, on va mater votre pied et on va se dire, mais
il fait quoi? Il attend pour relever son pied. Voilà. Alors, vous avez le choix entre secouer votre passager en, effectivement, je freine, je relève, j'enlève, je refreine. Voilà. Là, vous allez souvent freiner secouer votre passager, alors que vous pouvez éviter ça en faisant frein continu, je change ma vitesse, point de patinage, pas plus, et je recommence, point de patinage. À chaque fois, vous devez sentir votre moteur qui reprend, qui vous resserre la voiture. Vous avez l'impression qu'il y a un frein supplémentaire qui vous aide à votre pédale de frein. Donc oui, vous pouvez garder votre pied à l'embrayage à condition de bien prendre votre frein moteur, donc le point de patinage. Soyons bien d'accord, vous ne le faites que pour les voies courtes, voies de stockage, voies de décélération courtes, parce que sinon vous allez prendre l'habitude de me le faire partout, et après apprendre à vous dégager le pied de là, c'est super compliqué. Donc s'il vous plaît, vous ne le faites que sur les voies courtes, vous ne le faites pas ailleurs. À partir du panneau, mais clignotant, ils sont sûrement sur le terre-plein central. À partir de ce panneau, tu commences à freiner. Frein. 4. Tu descends autour de 65, 60, pas moins. Frein fort, 3, relève, 2, relève. Rétro, et 4. Tu surveilles ton compteur, tu descends pas en dessous de 60. 3, relève, 2, relève. Voilà, c'est pas plus méchant. Freine, première. Et tu reviens. Et là, c'est que le volant. Allez, on y va, on y va, on y va. Pour ceux qui ont du mal avec le rétrogradage, aidez-vous déjà des chiffres que je viens de vous donner, mais il va falloir également que vous compreniez ça, le virage. Le virage va vous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on adapte son levier à son allure et non pas l'inverse. Donc, je me retrouve avec un gros méchant virage à prendre. J'étais tranquille, mémère, à 80, en 5e, parce que j'étais en campagne. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure du virage, même s'il était limité à 90, vous allez en fait ralentir votre allure sans forcément vous en rendre compte et quelquefois atteindre un 70 ou un 65. Et à la sortie du virage, au moment d'accélérer, votre voiture elle n'a pas de patate. Là, il aurait tout simplement fallu changer de vitesse. Seulement, vous n'avez pas freiné. Du coup, comme vous n'avez pas freiné, vous n'avez pas pensé qu'il fallait passer votre vitesse. Du coup, quand je suis à la fin du virage ou à la moitié du virage, au moment où je vais réaccélérer, c'est à ce moment-là que je surveille mon compteur et mon rétro, et ça va me permettre de penser à mettre la vitesse inférieure. Donc si j'avais commencé mon virage à 50, je prends le virage, à la fin du virage, rétro, compteur, oups, je suis plus que, je sais pas, à 50 km/h. Il faut passer la troisième, tout simplement. Et ça va vous permettre de relancer d'ailleurs votre voiture juste après. Et ça, c'est vraiment un des trucs que vous oubliez le plus souvent. Parce que votre voiture a diminué d'allure, parce que vous n'êtes pas rendu compte qu'elle a diminué d'allure, parce que vous étiez concentré sur le virage ou concentré sur la situation, du coup, vous oubliez. C'est pas plus méchant que ça. Seulement, si vous pensez à regarder votre compteur plus votre rétro, dans ces cas-là, vous changez la vitesse, celle qui est adaptée à votre régime, et vous relancez la voiture et ça repart tout seul. Alors, puisqu'ici, je sais que je ne vais pas voir un clignotant, frein, débraye première, je regarde, je relâche le frein, j'accélère en patinant. Ça, c'est une première glissée. Donc, je recommence, je freine, je débraye, donc je simule un arrêt, je réaccélère et je repars. Deuxième. Donc, si je sais que j'ai du mal à tourner, je freine, je débraye première, point de patinage en accélérant, juste au moment où je commence à tourner, comme si je faisais un démarrage en fait. S'il y a quelqu'un en face, je freine, je garde mon frein, je tourne mon volant et quand je suis presque en ligne droite, je réaccélère. Je freine, je garde le frein, je tourne, presque en ligne droite, je lâche et j'accélère. Alors maintenant, pour m'éviter de débrayer trop tôt et donc de me faire gronder parce que je fais un roue libre, je freine et au passage piéton, je débraye et je ne bouge plus du tout mon frein. Donc ici, je freine et je garde
à la frontière de la première et de la deuxième grâce à mon frein. Si je relâche le frein, ma voiture repart se positionner sur son kilométrage habituel pour la seconde. Donc si je freine, ça va me permettre d'éviter que la voiture reparte trop vite pendant que je suis en train de tourner. Si je prends à droite, sachant qu'en plus ici il y a beaucoup de circulation, je vais prendre mon frein première, personne de chaque côté et je repars. J'ai simulé un arrêt et c'est ça qui compte, c'est la simulation de l'arrêt. Je freine, je freine, je freine, je freine. Je conserve mon frein et je reste à la frontière de la première et de la seconde. Dès que je peux repartir, je réaccélère. Pour m'arrêter, je freine et je débraye à fond, passage piéton, et je n'augmente pas ma quantité de frein en principe. Au stop, j'imagine un passage piéton, puisqu'ici il n'y en a pas. Je freine, je freine, je freine, je freine, et je débraye à fond. Donc pour tourner, je ne vais quand même pas mettre une première ici. Par contre, la zone va être trop élevée, donc je garde mon frein de façon à contenir ma voiture. Et je relâche dès que c'est possible. Donc, tout petit, je freine. Je garde mon frein. Et je relâche. Ma voiture repart d'elle-même à peu près 18-19 km/h puisque c'est son régime à elle. Donc là, pour ce panneau 30 et donc pour le Dodan, je vais le franchir volontairement au frein moteur de façon à ce que vous puissiez l'entendre. Donc je suis à 40 piles et je vais vous mettre directement la seconde. Voilà, ce bruit, on a l'impression que c'est une récupération, on a l'impression que ça tire vers soi. Et bien ça, c'est le frein moteur. Donc je remonte à 45, mais cette fois beaucoup plus rapidement. Et là, je peux passer ma troisième que maintenant. Donc j'aurais forcément consommé plus d'essence, mais ça permet également à mon moteur de pousser plus et d'être plus rapide, plus dynamique. Donc là, volontairement, je vais passer ma vitesse trop tôt dans la côte. Donc là, je suis à peine à 35. Je mets ma troisième. Et là, j'ai beau accélérer, je sens que ma voiture, elle a beaucoup de mal à me transporter. Si maintenant je remets ma seconde, on entend le bruit du moteur qui est différent et qui veut bien pousser plus. Il va où ce chien? Il a l'air très occupé. Allez, c'est reparti. Donc là, j'attends un bon 45 pour pouvoir passer la troisième, pour pas qu'il s'essouffle dans la côte. Donc, entrée de 4 voies. On est d'accord que j'ai besoin de patates pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur la 4 voies. Donc là, je pousse mon moteur, vous voyez, jusqu'à 80. Elle bronche pas trop. Quatrième. Et maintenant, je vais attendre le 110, c'est-à-dire la limitation maximale pour passer ma cinquième. Comme ça, j'aurai un maximum de jus. Donc la limitation va être au minimum de 90, puisque je me réatterris sur une seule voie. Donc je me laisse descendre, tout simplement. Et quand je suis à 92-93, je reprends mon accélérateur. Parce que le temps que mes yeux voient le compteur, qu'il cogite que c'est bien autour de 90, bah, j'aurais repris exactement l'accélérateur qu'à 90 en fait. 70, rétro. Je me laisse ralentir et je laisse le frein moteur faire son job. À 72-73, je reprends mon accélérateur pour maintenir mon allure à 70. Alors, on va essayer d'admettre que c'est une grosse côte, que ma voiture a donc commencé à ralentir. Et là, je me retrouve à mettre une quatrième pour pouvoir relancer. Donc, quatrième. Et là, je réobtiens de la patate qu'elle n'avait plus assez en cinquième pour me franchir cette côte. Et je remets ma 5 quand je sens qu'elle est bien repartie. Voire au sommet de la côte si vraiment elle n'a pas voulu repartir avant. Alors, ici, je suis limitée à 70. À 70, je vous laisse écouter le bruit du moteur, je suis en quatrième. Maintenant, si je mets ma cinquième, vous voyez, le bruit est moins fort, moins profond. Du coup, ça peut me permettre d'économiser un peu de carburant. Donc là, il y a un virage qui m'est marqué comme dangereux. Je ne sais pas à combien je vais le prendre puisqu'on n'indique pas de limitation de vitesse inférieure. Du coup, au fur et à mesure, je vais me lâcher, freiner un peu. Et là, oups, à la sortie du virage, vous voyez, je me retrouve, je suis à peine à 65. Ma cinquième n'est donc plus adaptée. Je remets donc ma 4, ce qui me permet de relancer. Et ensuite, je replace ma cinquième.
Là, cette fois, le panneau m'indique clairement un 50. Donc, c'est en troisième que j'aime mieux le porter. Quatrième. Point de patinage, troisième. Et quand je suis à 55, je lâche le frein. Et je reprends l'accélérateur. Le 50 se termine là-bas. Ça veut dire qu'en principe, il n'y aura plus de virage dangereux ensuite. Rétro, personne. Et j'accélère. 64e. Elle ronchonne déjà parce que j'accélère pas très fort. 70, ça va être une plutôt bonne allure pour rouler par ici. Du coup, je vais remettre la cinquième assez tôt de façon à m'éviter une surconsommation de carburant. 30. Alors, 30 pour un Dodane. Alors là, ça me fait carrément rigoler. Ce 30 là, si vous le prenez à 30, le Dodane, vous le sentez passer. Donc, par habitude, essayez de le prendre sur le ralenti de la seconde, donc autour de 17 km/h. Donc, sans accélérer, sans freiner, sans rien. Vous passez au ralenti. Et vous réaccélérez, bien sûr, une fois que c'est fini, pas avant, pour éviter de brutaliser vos passagers. Et on arrive dans une zone 30, donc rétro-frein, deuxième. Et quand je suis à 35, pareil, je lâche l'accélérateur. Enfin, je lâche le frein parce que ça ne me sert plus à rien. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, il y a un petit marquage au sol, là, qui indique en fait un passage piéton. Regardez bien à votre gauche. Le passage piéton est juste signalé par une seule barre blanche sur le trottoir. Non mais tranquille la fille, elle allait carrément pas vous dire au revoir quoi. J'espère que vous avez compris. J'espère que si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous me demander dans les commentaires. J'essaie réellement de me rendre disponible pour pouvoir y répondre parce que franchement ça me ferait suer de faire une vidéo et que tout soit pas compris. Mon objectif c'est de vous aider. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et au revoir.